Bonjour à tous, je m'appelle Marie. Déjà, merci d'être là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de serverless. Pour la petite histoire, donc je travaille chez Eleven Labs en tant que lead dev et en fait, on a un de nos clients pour lequel je travaille, pour lequel on devait générer des documents, plein de documents. Et donc, en creusant un peu nos différentes options, on en est venu à se poser la question de pourquoi pas tenter de faire ça en serverless. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'utilisent pas encore cette technologie, ne savent pas forcément comment s'y prendre, etc. Et du coup, j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Voici un petit plan de cette présentation. On va d'abord voir ce que c'est le serverless computing. Ensuite, on va voir le framework serverless. Et après, je ferai une petite démo. Déjà, avant de commencer, est-ce qu'il y en a dans la salle qui en font 4, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est quand même s'ils n'en font pas? D'accord, bien, c'est bien. Bon, bah, serverless, c'est pas ça. C'est pas non plus de la magie. Donc, on se retrouve pas du tout avec un cas où il n'y a pas de serveur. Donc, l'informatique serverless, c'est en fait un modèle de computing dans lequel notre fournisseur cloud va gérer toutes les ressources pour nous. Et on va payer uniquement à l'exécution à chaque fois de notre code. Donc, il ne s'agit pas de ne pas avoir de serveur, malgré le nom, voilà, malgré le rêve qui a été vendu avec. Il y a bien des serveurs, par contre, nous, vraiment, en tant que dev, on va complètement s'abstraire de tout ce qui est matériel, infra, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait un petit schéma. Donc, en bleu foncé, c'est ce que nous, on gère quand on choisit un modèle de computing. Et en bleu clair, c'est ce que notre fournisseur cloud qui gère pour nous. Et donc, dans le cas de serverless, on se retrouve dans la colonne tout à droite, dans la colonne de fonctions et de services, où en fait, nous, on va gérer uniquement le code de notre application. Tout le reste, vraiment tout le reste, c'est le fournisseur cloud qui le fait pour nous. Donc, j'imagine que beaucoup connaissent déjà le PaaS ou l'infrastructure as a service. Il y a Container as a service qui est un peu moins connu, mais qui est souvent fait par les DevOps, notamment. C'est au départ un peu ce qu'on pouvait faire si on héberge notre propre infrastructure cloud et qu'on veut faire du serverless, on se retrouve plus un peu dans le cas de Container as a service. Mais grosso modo, si vous choisissez un fournisseur cloud, vous êtes en mode face et en fait, vous ne gérez uniquement que le code de votre application. Ça a quand même des impacts sur la façon dont vous allez développer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est dans le cloud, donc forcément, c'est des fonctions qui sont stateless, qui sont scalables, qui sont éphémères, parce que une fonction des services, c'est notre fournisseur cloud donc qui gère tout. Mais ça veut dire que si votre fonction n'est pas appelée pendant quelques temps, ça peut être juste quelques minutes, et bien votre fournisseur cloud il va tout éteindre, donc vous allez avoir 0 instance de votre fonction. Donc il ne faut pas qu'il y ait de perte de données ou d'état de ce genre de choses. Donc vos fonctions doivent être éphémères, et elles sont éphémères, elles doivent être scalables, elles sont stateless, elles sont côté serveur, et elles sont déclenchées par des événements. On va en parler juste après. Dans quel cas est-ce qu'on va utiliser du serverless? Donc c'est bien beau, mais quel cas s'y prête dans notre quotidien en tant que dev? Les webhooks, c'est parfait, parce que on est branché avec une plateforme tierce, il se passe des choses là-dessus. Du coup, c'est une boîte noire, nous, on ne sait pas ce qu'il y a. Et puis, on reçoit des appels. On reçoit des entrées, des posts, des quêtes, peu importe. Et du coup, c'est des événements qui vont déclencher potentiellement un traitement chez nous. Donc, très bien, à ce moment-là, finalement, on a besoin de réagir et d'avoir une instance de notre code, de notre application qui tourne, s'il se passe quelque chose. Finalement, si la nuit, il ne se passe rien parce qu'il n'y a rien qui se passe chez notre fournisseur tierce, est-ce que c'est intéressant d'avoir un serveur qui tourne ou plusieurs serveurs qui tournent? Pas forcément. C'est également pratique de faire du serverless lorsqu'on fait des traitements multimédia. Et tout à fait, pourquoi pas avoir des fonctions qui existent uniquement au moment où il faut générer des vignettes pour vos images, faire des traitements vidéo, des traitements son, etc. Voilà, c'est super. C'est très pratique quand vous avez un trafic variable sur votre site. Par exemple, vous savez qu'il y a beaucoup de passages le matin, et puis l'après-midi, la nuit, le soir, il ne se passe pas rien ou pas grand-chose. Donc pourquoi pas avoir ça. Dans le cadre de l'IoT, c'est super. Il y en a qui font de la domotique dans la salle? Oui, une personne. En vrai, pour la domotique, c'est que des événements. Un détecteur d'un mouvement, c'est un événement. Quelqu'un qui passe devant, il n'y a plus personne qui passe devant. Détecteur d'ouverture, peu importe, tout, c'est vraiment que des événements. Donc, c'est très adapté au serverless. On peut également faire du serverless lorsqu'on a des sites statiques ou des API qui répondent à ce qui se passe. Pourquoi pas, c'est tout à fait possible.
On peut faire du serverless dans le cadre de l'event streaming, donc avec des messages qui s'empilent dans une queue par exemple. C'est souvent utilisé pour la bourse en fait, parce que la bourse elle est ouverte de 8h30 à 17h30 je crois, et après il se passe plus rien, elle est fermée. Donc finalement il se passe rien, vraiment zéro, rien, rien. Ça n'existe plus la bourse la nuit. Voilà. Dans le cas de workflow automation, pour les traitements en batch, pourquoi pas, par exemple, à 18h, vous faites une campagne d'emailing et puis après, pareil, votre serveur il est temps et il n'y a plus rien, pas besoin. Et quels sont les avantages à faire du serverless? Parce que pour que ce soit intéressant, il faut que ça le soit. Sinon, on n'en fait pas. On ne se prend pas la tête. Et bah, première chose, c'est que du coup, comme je disais, on ne va pas avoir de gestion de serveurs et d'infrastructures. On fait vraiment que notre code, on se concentre dessus, c'est super. Le fournisseur cloud, il se débrouille pour le reste. Il y a un modèle de facturation qui s'appelle Pay as you go, où en fait, on va vraiment payer à l'exécution de la fonction. Donc même si elle existe, il y a des instances de notre serveur qui tournent, si elle n'est pas appelée, on ne paie rien. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, donc c'est automatiquement scalable par le fournisseur cloud, puisque c'est lui qui gère vraiment tout. C'est lui qui dit, il y a un peu de trafic, on va augmenter, ou ça baisse, on peut réduire un petit peu les nœuds, etc. Les déploiements sont extrêmement simples. On va voir ça lors de la démo, vous allez voir, c'est vraiment chouette. Et du coup, tout ça va permettre que l'équipe de développement vraiment se concentre sur le métier et le développement de l'application, les besoins. Vraiment, on est concentré sur notre application. On s'abstrait du reste. Également, forcément, une petite touche verte, c'est mieux pour la planète, puisque on n'a pas des ressources des serveurs, des data centers qui tournent alors qu'ils ne sont pas utilisés. Mais comme jamais rien n'est gratuit dans la vie, il y a quand même quelques petits trucs à garder en tête. Donc, première chose vraiment impactante qu'il faut garder en tête, ça va être le cold start. Le cold start, c'est le temps que va mettre une instance de votre fonction à démarrer lorsqu'il y en a 0 sur votre infrastructure cloud. Donc vraiment, il n'y a rien qui tourne, il n'y a pas de serveur. Donc en fait, un appel qui est fait à une fonction, il va demander à Fournisseur Cloud va se charger en fait de démarrer donc une instance. Sachez quand même qu'il y a eu des énormes progrès qui ont été faits. Donc on est passé de quelques secondes à sous une seconde pour faire les cold start. Et pour ceux qui ont suivi l'événement reInvent de AWS la semaine dernière, ils ont annoncé un truc super qui s'appelle le Snap Start, qui va potentiellement régler complètement ce problème. En fait, ils font un screenshot de votre VM avant de l'éteindre. Et du coup, quand ils ont besoin de reboot, ils démarrent juste ça. Et en fait, c'est beaucoup plus rapide que de construire une petite VM rapidement. Et ça, c'est cool, ouais. Voilà, donc c'est pour l'instant dispo que en Java par contre, désolé. Mais ça devrait arriver très vite pour le reste des langages. Ensuite, ce qui va changer un peu, c'est notre façon de tester nos fonctions, notre application en tant que développeur. C'est juste des petits coups de main à prendre, mais c'est rien d'insurmontable, mais voilà, ça demande une petite gymnastique à prendre. Une contrainte technique, c'est qu'on ne peut pas avoir de process long. Et c'est une contrainte qui va être liée à votre fournisseur cloud, ça va dépendre de ce que vous avez choisi, Google, AWS, Azure, etc. Et la durée varie en fonction du fournisseur. Je crois que chez AWS c'est 15 minutes, chez Google c'est 9 par exemple. Donc voilà, il faut le savoir. Pareil, on va être limité par les données qu'on veut. Enfin, on va être limité par la configuration de notre fournisseur cloud, par exemple pour la taille du body qu'on peut poster, pour la taille mémoire qu'on peut utiliser par fonction, etc. Pareil, ça varie en fonction de fournisseur. Sachez quand même que les limites sont plus que raisonnables. Donc avant que vous éteigniez un peu les limites de votre fournisseur, il faudra se poser la question de pourquoi le body est vraiment énorme. D'autres choses peut-être à régler avant dans le process. Un truc qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir un prix imprévisible. Donc comme je le disais, on paye à l'exécution, donc c'est chouette. Finalement, on ne paye que vraiment quand c'est utilisé. Mais à l'inverse, on peut se retrouver avec des surprises s'il y a un moment où vous avez un pic de trafic sur votre infra, il se passe quelque chose, une petite boucle infinie qui traîne, je sais pas, un truc, et il peut arriver que votre facture à la fin du mois soit un petit peu salée. Voilà. Et dernière chose, c'est que du coup, comme on est vraiment dépendant de notre fournisseur cloud et qu'on déploie tout grosso modo en ligne de commande, en fait, il va falloir apprendre vraiment le SDK de notre fournisseur cloud. Ok, mais si demain je passe de AWS chez Google, en fait, il va falloir que je réapprenne tout. Ça, c'est un peu moins top. Et donc, c'est là que le framework serverless va nous aider, puisqu'en fait, ça va être une couche d'abstraction à notre fournisseur cloud. C'était smooth la transition. Et donc, c'est quoi le framework serverless?
Et ben, c'est tout simplement un CLI et un dashboard en fait, qui vont nous permettre de déployer nos applications, de les configurer en mode serverless. Voilà. Donc c'est vraiment, on va voir tout ça ensemble en détail, c'est vraiment pas grand chose à prendre. Tellement pas grand chose à prendre qu'on va directement passer à la démo. Voilà. Alors, d'abord, première chose que je vais avoir besoin de faire, c'est d'installer le framework serverless sur ma machine. Donc j'installe avec npm, npm install-serverless, j'attends que ça télécharge, et je vérifie avec serverless-v que j'ai tout comme il faut. On va tester ensemble. Est-ce que c'est assez grand pour tout le monde? Fond de la salle, c'est bon. Serverless-v, c'est bon, c'est bien installé, la dernière version, nickel. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une application. J'ai perdu ma souris, elle est là. Donc on va le faire ensemble. Comment est-ce que j'initie un projet? Pour info, là je suis dans un dossier que j'ai créé, mais il n'y a rien dedans. Il est vide, c'est pas ça. Donc là, je lance une commande qui s'appelle serverless, qui va réfléchir un peu. Il va me proposer des options. Et là, donc, je vais pouvoir choisir ce que j'ai envie d'initialiser comme projet serverless. Pour la démo, je vais prendre une API HTTP avec Node. D'accord? Donc, je valide. Non, je vais l'appeler BDX.io serverless démo. Donc, il télécharge un template, on attend un petit peu. Il me demande quelle organisation. Ça, c'est mon compte AWS que j'ai déjà configuré, donc il va vous demander de juste configurer les accès. Je valide. Alors, je ne vais pas déployer tout de suite parce que je vais le faire à la main avec vous. Mais donc voilà, il m'a généré un projet. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il m'a créé un dossier. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Très bien, j'ai un fichier qui s'appelle handler.js, un readme, bon d'accord, super, et un fichier serverless.yml. Et en fait, c'est vraiment ça qui va faire qu'on a un projet serverless, c'est ce fichier YAML. On va configurer la façon dont on va le déployer chez notre fournisseur cloud. On va aller voir d'abord le handler. Il n'y a pas grand-chose dedans, comme vous voyez, c'est juste une petite fonction Node qui va nous permettre d'exporter une fonction qui s'appelle hello et qui va retourner en JSON. Voilà. C'est juste voilà, la démo, pas grand-chose. Super. Et si je regarde mon fichier serverless.yml, donc j'ai une organisation qui est configurée, le nom de l'application, un service, on va revenir dessus, mais grosso modo un service c'est un projet de votre application, un projet serverless que vous voulez déployer. La version du framework serverless qu'on utilise. Ensuite, donc c'est là que ça devient intéressant, on va configurer le fournisseur cloud qu'on va utiliser. Donc là j'ai pris AWS. Le runtime, donc c'est la machine, le langage que je vais utiliser pour ce projet. Et ensuite, je vais lister des fonctions, parce que comme on disait, faire du serverless, ça revient à faire des fonctions unitaires, stateless, indépendantes, éphémères. Donc là, j'ai ma fonction hello qu'on a vu ensemble au-dessus. Le handler, en fait, c'est le chemin du fichier pour accéder. Donc c'est le handler.js avec le module export de hello qu'on a vu juste avant. Ça va jusque-là. Voilà. Et après, je vais configurer les événements qui vont faire que cette fonction va être appelée. Comme on disait, les fonctions réagissent à des événements. Donc là, c'est des événements HTTP, puisqu'on a fait une API HTTP pour initialiser le projet. Et donc, on met sur l'URL slash, par méthode get HTTP, on va avoir notre fonction qui va s'exécuter. Voilà. Donc ça, c'est cool. Maintenant, je vais déployer mon application. Ah, bah oui, je ne suis pas dans le bon projet. Je vais dans le dossier et on lance la commande. Et donc là, il va se passer des choses. Vous allez voir, il vous décrit, il va packager quelque chose. Il upload. On va voir en détail exactement ce qu'il fait après.
je vous montre quand même le petit process pendant que ça tourne. Donc la façon dont ça marche chez AWS, et c'est à peu près la même chose chez Google. Et donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un template CloudFormation en se basant sur la configuration de notre serverless.yaml. Donc ça va lire le fichier, créer un template. Ensuite, ça va packager notre dossier dans lequel on se trouve. Il va l'uploader il va faire une archive de ça, il va le mettre sur S3. Et à partir de là, après, il va déployer sur la stack CloudFormation qu'il aura créée. Et si on retourne, intéressant, c'est l'effet démo. Bon, on va aller voir. C'est peut-être parce que j'avais fait un test que je vais appeler pareil et que du coup il n'aime pas du tout ce qui se passe. On va essayer rapidement. Faire un petit projet. Allez, on va faire court et efficace. Pourquoi pas déployer? Allez, on va essayer. Donc là, belote, donc il va refaire son archive pour tout envoyer sur S3 et déployer. En attendant, petite musique d'ascenseur. En tout cas, s'il veut bien coopérer avec nous, ça va nous afficher une URL où la fonction sera déployée en fait. Et donc, c'est juste un lien, on peut aller dessus et on va voir, il s'est passé ça. Donc, c'est vraiment le message qu'on avait vu tout à l'heure dans notre chez JSON, dans le JSON qu'on retournait. Et puis, on a plein d'infos avec sur ce qui s'est passé, le contenu de la request, etc. Donc, ça, c'est AWS qui nous retourne ça. Est-ce que c'est un peu long? En tout cas, ça a l'air de mieux se passer. Il y a des étapes. Je vais vous montrer en attendant que du coup, sur mon compte serverless, c'est vraiment sur le framework serverless, j'ai accès aux applications que je déploie. Donc ça, c'est le dashboard dont je parlais. Donc vous voyez, c'est rouge, puisque du coup, il n'a pas voulu le déployer tout à l'heure. Donc ça a planté. On va voir si pour le deuxième projet, ça va marcher. Et j'ai également accès à, comme je suis connectée chez AWS, à ma console avec mes différentes fonctions que j'ai pu déployer avant. Là, par contre, je vois pas très bien. Je pense qu'on va pas voir ma nouvelle fonction puisqu'elle va pas être déployée dans la bonne région. Par défaut, il va déployer un US West. C'est de la configuration qui se fait dans votre serverless.yml pour dire dans quelle région je configure, je déploie, etc. Il est déjà là. C'est un petit paquet zip comme je vous disais, donc il va archiver mon dossier et il l'a envoyé sur S3. Est-ce que c'est déployé? Yes. Voilà, donc ça c'est déployé. J'ai mon petit dashboard. Et j'ai mon endpoint, donc j'ai une URL un peu qui ressemble à rien. Après, donc je vais DNS en configurer évidemment pour que mon URL soit vraiment quelque chose de bitable pour mon client.
Et quand je clique dessus, je reçois donc ma petite réponse JSON que j'avais avec des infos de mon fournisseur cloud. Jusque là, c'est cool. J'ai accès, voilà, ma deuxième fonction c'est bien déployée. On peut cliquer dessus et voir après des statistiques sur ce qui s'est passé, le nombre des erreurs qu'on a eues, des alertes, ce genre de choses. Là pour l'instant, je l'ai appelé qu'une seule fois, c'est pas super intéressant. Mais il y a des choses qu'on peut faire, on peut interagir avec. On a les différents endpoints de l'appli qui existent. On n'a que le get, comme on a configuré que ça pour l'instant. Voilà. Et sur ma console AWS, je vais également avoir plein de choses en fait. D'une part, déjà, je vais pouvoir naviguer sur mon code source de l'application. Donc, si j'ai besoin de débugger rapidement ce qui est déployé, est-ce que j'ai un problème de version, qu'est-ce qui s'est passé, etc., je peux aller jeter un coup d'œil sur le code qui est déployé. Je peux voir dans le monitoring, notamment les logs de ce qui se passe. J'ai accès à mon CloudWatch. Et ça, c'est pratique aussi. Si, j'ai directement accès à tout ce qui se passe, donc tout est isolé. Et puis j'ai des versions. Voilà, j'en ai déployé qu'une seule, mais à chaque fois que vous redéployez, ça va garder un historique de ce que vous avez déployé. Vous pouvez rollback rapidement, etc. Donc ça, c'est chouette. Je reviens. C'est parti. Donc on a vu les dashboards, les petites possibilités. Et voilà. Donc je disais, dans notre configuration de fichier, vous vous souvenez, on configure un service. Et on lui donne un nom. Comme je vous disais, un service, c'est le nom de votre application. Et il y a un peu plusieurs écoles qui existent, enfin 2 écoles qui existent. On peut très bien avoir un fichier serverless.yaml à la racine de notre projet, comme ce qu'on a vu en fait là en démo. C'est comme ça qu'on vous conseille de commencer en tout cas, puisque vous allez ensuite configurer dedans les différents endpoints qui sont appelés, etc., ou ce qui se passe dans votre application. Donc vous avez un fichier, un projet serverless pour votre application entière. La deuxième école, ou la progression que vous pouvez faire plus tard, c'est si vous vous rendez compte, par exemple, si vous c'est une API HTTP, comme dans notre cas, vous avez beaucoup de routes et beaucoup de choses et votre fichier il est trop gros, vous pouvez très bien séparer par métier, par exemple, par domaine métier, avoir un fichier pour les utilisateurs, un pour les commentaires, un pour les posts, etc. Et du coup, ça vous fait des mini-projets que vous déployez. D'accord ? Ensuite, les événements. Donc là, on a dit, je répète, une fonction serverless, ça réagit à un événement. C'est déclenché lorsqu'il se passe quelque chose. Donc on a vu des appels HTTP, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer. Par exemple, on peut avoir des crons. Un cron, c'est un événement. On peut dire toutes les 2 heures, va déclencher tel handler, va envoyer des emails, va générer les thumbnails de mes images. Voilà, donc c'est lui qui va se débrouiller. Un événement, ça peut être quelque chose qui se passe sur un bucket. Donc là, ce que j'ai configuré, c'est que j'ai un bucket S3 qui s'appelle, je ne sais plus comment, il est configuré quelque part. C'est lui, notre serverless demo pictures. Et je lui dis lorsque, donc ça c'est le nom de l'événement chez AWS, qui est fourni avec la documentation, vous avez tout ce qu'il faut, la documentation est super bien faite. Et du coup là je dis lorsqu'il y a n'importe quel objet qui est créé, qui est de type PNG, je vais aller déclencher ce handler. Du coup, je vais aller générer les vignettes de mes images. Voilà. Donc c'est vraiment super, on peut réagir à plein d'événements comme je disais, donc ça peut être du Kafka, du RabbitMQ, des différentes briques de data, etc. On peut réagir sur des événements Alexa chez AWS si vous êtes fan de ça, donc sur de l'IoT, etc. Donc ça c'est super. Ensuite, le serverless, c'est aussi fourni avec des plugins. Comme je disais, ça va un peu changer notre façon de travailler et de gérer nos tests en fait et nos debugs au quotidien. Donc, il y a plusieurs plugins qui existent, faire plein de choses. Le premier, Serverless Offline, c'est un plugin qui vous permet de tester localement sur votre machine vos fonctions. Ça vous évite de devoir déployer à chaque fois pour tester, parce que ça, c'est pas trop tenable dans le temps. Voilà. Ensuite, on peut également avoir des frameworks qui permettent, des plugins qui permettent de rendre une application Express par exemple, Node Express ou quoi, directement en mode serverless. Donc au lieu d'avoir toutes les routes que vous écrivez, etc., finalement vous allez écrire que le slash et après c'est votre routeur interne de l'Express qui va faire le routing classique interne. Et donc vous avez juste à configurer avec le plugin serverless HTTP votre fonction. Serverless Vault, pour ceux qui utilisent des gestionnaires de mots de passe, ce genre de choses, il en existe plein.
serverless .env, si vous voulez que les fichiers .env soient parcourus et traités, etc. Donc il y en a plein, en fonction de vos besoins. Pareil, la doc est super. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez besoin. Alors du coup, je vous ai beaucoup parlé de AWS, un petit peu de Google, mais sachez qu'on peut faire du serverless sur plein de plateformes différentes. On peut faire chez Azure, chez Knative et chez Kubeless. Et surtout, je ne sais pas qui connaît ce petit logo. Personne, c'est triste. C'est super pourtant. C'est Apache OpenWhisk. C'est une plateforme cloud gratuite open source. Et ça, c'est cool. Et vous pouvez faire du serverless de façon native dessus. Ils ont c'est un système de fonctions également. Et vous pouvez l'héberger chez vous, si vous souhaitez faire du cloud chez vous. C'est peut-être pas forcément très intéressant, mais pour ceux qui ont des fois des contraintes métiers pour le faire, par exemple. Et en termes de langage, ça va varier en fait en fonction de votre fournisseur cloud. Par exemple, Google va supporter nativement PHP, ça ne va pas être le cas d'AWS. Voilà, donc les compatibilités, ça dépend de ce que vous choisissez. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais, bien. Personne dort, c'est bien, c'est un bon signe. Donc je fais un petit récap de ce qu'on a besoin de faire. Donc on a un SDK, un CLI de serverless à apprendre avec quelques petites fonctions. Vous avez vu, serverless initie mon projet, serverless deploy. Ça va, les commandes sont relativement parlantes, il se passe vraiment, c'est très intuitif. Ensuite, il y a quand même des petites contraintes. C'est que le file system, il va être un read-only une fois déployé. Donc lorsqu'on a des besoins d'écriture de cache et de log, il faut faire gaffe à tout configurer correctement. Mais finalement, ça va être également le cas si vous faites du cloud globalement aussi. Une petite contrainte ici à ne pas oublier, c'est que lorsque vous déployez, ça déploie votre code de votre machine. Ça va zipper votre dossier à l'instant T. D'accord? Donc si vous déployez depuis votre machine, je ne parle pas de si vous déployez depuis une CI/CD, vous êtes sur la bonne branche, vous avez check out tout comme il faut, etc. Machin. Vous avez installé vos dépendances, etc. Par contre, si je fais des tests en dev, voilà, je déploie, il ne faut pas se tromper parce que c'est des choses qui arrivent bêtement. On n'est pas sur la bonne branche. On n'a pas les dépendances un jour, on a des comportements incohérents entre ce que j'ai en local et ce que j'ai en prod, qu'est-ce qui se passe? Si je n'ai pas les mêmes versions de dépendance, et ben en fait ça va zipper mon dossier local. Voilà, donc pensez à ça, vraiment ça zippe ce que vous avez sur votre machine à l'instant T. Et dernière chose également, c'est que les assets doivent être servis depuis un bucket, puisque c'est du cloud et que c'est une bonne pratique qu'on fait de façon générale. C'est pas fini puisqu'on a un peu le temps, on va parler des choses intéressantes. Je parle beaucoup d'AWS parce que c'est celui que je connais le mieux. Un serverless, c'est un peu le premier qui a existé et le plus développé, en fait, le plus utilisé de toute façon. Il a l'offre la plus variée. Donc, comme je vous disais, on ne peut pas faire du PHP sur AWS Lambda nativement. Donc, c'est un peu pénible. Je ne sais pas s'il y a des développeurs PHP dans la salle. Oui, on est deux. Cool. Mais donc PHP ou d'autres langages, peu importe, sachez que comment on fait? Il existe des solutions et ça c'est chouette. Donc depuis 2019, AWS permet de créer des layers. Donc un layer, c'est une archive qui va comprendre un runtime et un exécutable. On va parler en détail de ce que ça représente et ce que ça veut dire, qui peuvent représenter soit des librairies, soit des dépendances qu'on veut déployer, soit un nouveau exécutable, la possibilité de traiter du PHP sur notre fonction, par exemple. Et donc, on va voir ça. Donc, le principe du runtime, c'est ça va être un programme qui va exécuter le handler d'une fonction lambda, lorsque cette fonction va être appelée. Donc, je vous laisse vous rappeler l'exemple qu'on a vu en Node juste avant. C'est un fichier qui comporte un nom qui s'appelait handler.js. Et dedans, il y a une fonction qui s'appelait hello. Et lorsqu'on configurait notre fonction serverless, on disait le handler, c'est handler, donc le nom du fichier, point le nom de la fonction, à rappeler, JS qui était dedans. Mais c'est un peu un choix arbitraire. Ils ont décidé de faire ça comme ça. On peut faire comme ça, par exemple. On peut en fait réimplémenter la même chose pour PHP. Donc, on va voir cet exemple ensemble.
Et le fonctionnement interne de AWS, c'est que donc, ça passe par l'API Gateway, qui va donc nous rediriger ensuite sur notre fonction lambda, qui va du coup appeler et utiliser nos layers s'ils existent. On peut avoir jusqu'à 5 layers par fonction, maximum. On peut réutiliser et partager les layers entre plusieurs fonctions. Autant qu'on veut. Ça, c'est cool. Et donc, c'est notre Bootstrap fichier qui va exécuter le handler et qui va appeler la fonction. Ça va se faire du coup en interne. Et je vous ai préparé un petit exemple de fichier Bootstrap en PHP. J'espère que même si vous n'en faites pas, de toute façon vous saurez lire le code. J'ai confiance en vous. Donc en fait, le handler, il va comprendre une phase d'initialisation. Et après, il va rester en fait en attente pendant toute la phase d'invocation de la fonction, jusqu'à ce qu'il y ait des requêtes qui arrivent. Et une fois qu'il n'y en a plus, le principe du serverless, c'est qu'après, ça arrête et ça éteint. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on va implémenter dans notre Bootstrap en PHP. Je vais vous montrer les méthodes getNextRequest juste après. Mais donc le principe, c'est que je fais une boucle. Donc j'essaie de récupérer des requêtes entrantes, tant qu'il y en a. Bon, je fais un explode sur la variable d'environnement qui s'appelle handler, que j'ai configuré, donc qui m'est passé via mon fichier serverless.yaml. Donc là, je fais le même système. J'explode par point ce handler, et je présume que ça va être le nom du fichier et le nom de la fonction à appeler. Et donc je fais require once, donc je vais aller chercher ce fichier sur mon fichier, dans mes projets, dans mes fichiers, dans le dossier src. Je vais chercher donc ce fichier PHP et je vais appeler la méthode fonction telle qu'elle a été configurée dans le handler serverless.yaml. Et je lui passe en entrée le payload, puisque du coup, si je fais de l'HTTP par exemple, ça peut être des posts, des bodies, etc. Et après, j'envoie une réponse, puisque c'est de l'HTTP, je reçois une request, j'envoie une réponse. Voilà. Donc c'est quoi la méthode getNextRequest? Donc c'est là que un peu la magie AWS opère. Je crée un client HTTP et je récupère donc tout sur cette magnifique URL qui est hardcodée. Voilà, c'est vrai, c'est la vraie URL de la prod AWS. C'est le nom de domaine de votre runtime qu'on a vu, c'est un truc un peu qui veut rien dire, avec plein de lettres et des chiffres. Ensuite, en 2018, comme ils ont fait les tests, c'est là que ça a été mis en place. Le runtime, invocation next, donc c'est l'URL à appeler. Je reçois la réponse en entrée. Et je dois toujours envoyer l'ID de l'invocation, donc l'ID de l'exécution, donc à chaque fois qu'il y a un appel, c'est une invocation. Et le payload que je reçois. Et pour retourner une réponse, c'est pareil, je crée un client HTTP et je fais une request post, en fait, toujours pour retourner la réponse avec le body que j'ai reçu. Un body, la réponse que j'ai reçue de mon exécution de la fonction PHP, du coup. Ça va? À peu près. Ouais. Et donc, à quoi ça correspond? Donc là, j'ai créé un fichier qui s'appelle profession.php, une méthode qui s'appelle occupation, dans le dossier src. Voilà, ça fait un truc random. Voilà. Et comment je déploie ça? Donc, je vais créer un fichier serverless.yaml à la racine de mon projet, de mon dossier. Je lui donne un nom. Donc, le provider, je mets toujours AWS. Le runtime, je mets provided. Je ne mets pas node 14 ou autre chose comme on avait vu tout à l'heure. Je mets que c'est moi qui fournis le runtime. Je fais une région, je peux configurer donc des memory size. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend de votre fournisseur cloud, mais vous avez plein d'options de configuration. Et là, je vais définir mes layers. C'est là que je dis je vais utiliser un layer que je nomme PHP. Le path, c'est le chemin vers mon dossier où je l'ai mis. Donc mon bootstrap qu'on a vu et l'exécutable PHP que j'ai besoin de mettre. Et après, je décris les fonctions. Il y en a une que donc, je l'appelle occupation. Et là, c'est là que en fait, ça correspond à ce qu'on a vu dans mon bootstrap. Donc le handler, c'est le nom du fichier profession.php et la méthode s'appelle occupation. Et c'est ça que je vais appeler. Et je précise également que cette fonction-là, elle va utiliser le layer qui s'appelle PHP lambda layer. Ce nom, il est un peu magiquement généré en fonction du nom que vous donnez ici à votre layer avec le suffixe lambda layer, tout simplement. Parce que vous pouvez très bien avoir des fonctions où vous n'utilisez pas de layer, par exemple. Ça peut être possible. C'est pas parce qu'il y a un layer dans votre fichier, dans votre stack, qui va être utilisé automatiquement pour toutes vos fonctions. Donc comme ça, on peut déployer notre propre bootstrap exécution de notre fonction et comprendre comment après ça marche, notamment chez AWS.
Et pour déployer, serverless deploy. Et après, je peux tester un local. Donc, j'ai fait serverless invoke-f, la fonction occupation avec des petits logs. Là, je reçois une petite réponse avec des petites stats. Voilà, donc ça, je testais depuis mon navigateur, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Là, vous avez montré serverless.com. Oui. Est-ce que c'est relié à votre compte AWS aussi? Est-ce que serverless.com accède au compte AWS pour montrer vos fonctions? Non. Comment il les voit par le clap? Puisque j'utilise la ligne de commande serverless, que j'étais connectée avec mon compte. Vous faites plus la fonction avec quand on pense serverless deploy? Ouais. Bonjour. Donc la question c'était est-ce que votre compte sur serverless.com est relié au compte, à votre compte AWS d'une manière ou d'une autre? Enfin, comment est-ce que serverless.com peut lister vos fonctions qui sont dans AWS? Alors parce que j'utilise la... À ma connaissance, ce n'est pas lié. Je ne me souviens jamais avoir configuré le lien entre les deux. Et du coup, pour moi, il accède parce que j'utilise la ligne de commande serverless et que moi, j'ai créé un compte en fait. Vous pouvez faire des opérations sur serverless.com qui vont affecter ce qui se passe sur AWS? Si vous utilisez le... Si dans le déploiement, le provider, vous utilisez AWS, ouais. Donc il y a bien un moment où il faut qu'il s'authentifie en tant que vous pour faire quelque chose sur AWS. Je pense que c'est ma machine qui est connectée aux deux. Et après, il partage les infos. Mais à ma connaissance, le site serverless.com n'est pas... Vraiment, j'ai aucun souvenir d'avoir lié les deux. Comment il y a une métrique alors? Est-ce que je déploie du coup en utilisant le SDK, je pense. Je sais pas, c'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être lié, mais comment il fait? Est-ce que c'est le SDK qui a accès peut-être? Parce que du coup, on configure l'accès avec le SDK AWS. Les comptes. Sachez qu'également, il est possible de créer, c'est que là, j'en ai pas trop parlé, mais vous pouvez créer tous les rôles nécessaires IAM de AWS directement depuis vos templates serverless, etc. En fait, ça peut aller très très loin. Là, je vous parle que de petites possibilités pour donner une vue de ce qui est possible, mais enfin, ça va vraiment beaucoup trop loin. Vous pouvez tout configurer, tout gérer avec votre fichier serverless.yaml. Que ce soit chez Google aussi, hein, mais c'est juste que je connais un peu plus AWS, mais tout est possible. Merci, déjà c'est intéressant. Concrètement, pour du AWS, du coup, quand on déploie une fonction, du coup ça pop une instance EC2, c'est ça, du coup? Et combien de temps cette instance, elle vit? Très bonne question. Je ne sais pas, personne ne sait, c'est très variable. En fait, concrètement, ça dépend du trafic qu'ils ont sur cette VM qui est du coup partagée. Enfin, la machine est partagée avec d'autres personnes, d'autres fonctions, d'autres choses. Et en fait, ça va dépendre un peu de la charge qu'il y a dessus. Ok, ouais, donc tant qu'on tape dessus, elle reste normalement allumée. Oui, tout à fait. Et puis, Ok. si votre fonction, elle, n'est plus exécutée, au bout d'un temps, il va être, elle, retirée quand même. Ok, et du coup, c'est pour ça, c'est ma deuxième question, qu'il faut éviter de faire des process longs, je suppose. En fait, c'est que oui, c'est pas un modèle qui est désigné, voilà. Parce qu'en fait, si au bout d'un moment, il n'y a plus d'appel, au bout de peut-être 6-7 minutes, AWS va se dire, ah, cette personne a utilisé cette VM, allez, je la kill. Ah, si vous avez un process qui tourne, voilà. Ok, merci. Mais vous pouvez, de rien. Vous pouvez configurer aussi au niveau de chaque fonction une durée minimum que vous voulez qu'elle tourne, par exemple. Comme la mémoire, vous pouvez augmenter que pour une fonction et pas pour toutes. Ce genre de choses. Merci. Du coup, déjà, super talk, c'était vraiment cool. Et c'est un peu lié à la question précédente, mais du coup, si on ne sait pas combien de temps notre instance va vivre, est-ce qu'on peut avoir l'information, parce que visiblement, le cold start, c'est quand même important, ça peut quand même être même une seconde. Est-ce qu'on a moyen de savoir cette information, de le communiquer à des utilisateurs, ou avoir l'information, en fait, quand il y a un cold start et quand on doit attendre plus longtemps, quoi? Est-ce qu'on peut savoir combien d'instances de notre infrastructure, de notre fonction existent à l'instant T? Il faudrait regarder dans le dashboard ici. Donc là, il dit que j'utilise pas de layer. Je ne sais pas si on a l'info. Mais je pense que si vous l'avez, ça sera dans le dashboard de AWS pour savoir combien d'instances vous avez qui tournent. Okay. Mais le principe, c'est que vous n'avez pas trop la main dessus.
C'est un peu le principe du serverless. C'est peut-être pas une info utile, j'ai jamais utilisé, mais c'est une question qui me vient. Oui. Merci. De rien. Après, vraiment, le cold start, voilà, c'est pour ça, il y a des cas où le serverless est adapté, il y a des cas où ça ne l'est pas. Si vous êtes un site à grand trafic, site d'actualité, je ne suis pas sûre que ce soit idéal d'utiliser du serverless. Vous pouvez l'utiliser pour certaines fonctions de votre plateforme potentiellement, mais pas pour le site principal de trafic, quoi. Oui, j'ai une question. Tu nous as parlé de serverless parce que c'est agnostique du cloud provider. Est-ce que c'est plus compliqué à utiliser que des outils, par exemple, que propose AWS comme SAM, qui fait la même chose que serverless, qui permet de deploy invoke en local? Est-ce qu'il y a un des deux outils qui est plus compliqué que l'autre, ou finalement les possibilités, c'est un peu les mêmes entre chaque outil? C'est tout à fait les mêmes possibilités. Le framework serverless, c'est vraiment une couche d'abstraction de votre fournisseur cloud, mais vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser. Vous pouvez faire la même chose qu'on a vu, déployer sur AWS, configurer des accès, tout ce que vous voulez, via le SDK AWS directement, si vous souhaitez. Ou carrément depuis l'interface AWS, mais c'est un peu moins pratique pour les CI. Ok, merci. Il y a d'autres questions ou pas? C'est bon. Ah, il y a une question par ici. Je vais te voir. J'ai cru comprendre que vous l'avez utilisé seulement avec un cloud provider AWS. Est-ce que vous avez quand même des informations sur dans le cas où on est notre propre cloud provider avec un cloud on-premise, si vous connaissez des outils qui nous permettraient de faire la même chose? Apache OpenWhisk. Ok. Mais vraiment, c'est possible, oui, tu peux le faire héberger toi-même et faire du serverless. D'accord. Parce que j'ai entendu parler du framework Quarkus qui permettait de déployer du serverless aussi. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas. Après, pareil, si tu fais du kubeless, Kubernetes, etc., tu peux l'héberger toi-même. Mais après, du coup, ça t'oblige à faire du kube. D'accord. Parce que nous, on a un cloud on-premise. Okay. Et du coup, de ce que je comprends, par exemple, un framework comme Quarkus pourrait être ce que j'ai compris avec votre présentation, que ça peut être le bootstrap en fait. Ouais, c'est possible. Ok, merci. Non. Ah, je sais pas, je connais pas le framework, donc je saurais pas dire. C'est mais... quelqu'un qui sait. Non, Quarkus, c'est un framework Java. Mais tu peux avoir des applications serverless. Oui, c'est un framework Java qui permet de builder du native. Du coup, tu as des démarrages qui sont en 14 millisecondes. Donc ton cold start, il est ridicule. Et il faut que tu le déploies quelque part. En fait, Oui, c'est juste. Mais de ce que j'ai compris, avec la librairie Funky par exemple, ça te sert comme librairie serverless en fait. Tu peux déployer effectivement sur ton Kubernetes pour déployer ton Quarkus, qui te sert comme bootstrap pour déployer tes fonctions. C'est ce que j'ai compris, donc j'essaie de... Je ne sais pas comment c'est possible. Pas de réponse. Eh ben, merci à tous.